Merci, Monsieur le Président. Merci au laboratoire Opalia Ricordati d'avoir organisé ce symposium sur la supplémentation nutritionnelle dans la BPCO, mythe ou réalité. Donc, je vais essayer d'aborder les 3 points suivants avec vous. D'abord, la relation alimentation-BPCO, puis les fondements d'une éventuelle supplémentation nutritionnelle dans la BPCO, pour enfin vous parler des effets de la supplémentation nutritionnelle chez nos patients BPCO. Donc, si on considère les étiotypes et la taxonomie de la BPCO proposée dans le GOL 2023, on se rend compte finalement que c'est une maladie hétérogène, comme a dit Sally, mais également multifactorielle, puisque vous voyez, en dehors des facteurs environnementaux toujours considérés au premier plan, il y a pas mal d'autres événements qui vont survenir au cours tôt dans la vie, qui vont impacter le développement et la progression de la maladie. C'est dans ce sens qu'on peut se poser la question si l'alimentation, finalement, aurait un rôle parmi ces facteurs. Alors, à vrai dire, étudier la relation alimentation-BPCO n'est pas aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que, d'abord, notre comportement alimentaire, il est variable dans le temps. Et puis, quand on s'alimente, on prend plusieurs choses à la fois qui peuvent avoir des effets synergiques et additionnels. Mais jusque-là, ce qui est établi et vérifié, c'est que les personnes adeptes d'un régime western-like, comme vous le voyez ici, qui est riche en viande rouge, en acides gras monosaturés, pauvre en fibres, donc en antioxydants, en vitamines, et avec un index glycémique élevé, vous voyez, en association avec les facteurs environnementaux et chez des sujets prédisposés, il va favoriser et potentialiser toutes les modifications qui surviennent au cours de la BPCO au niveau des voies aériennes et ou du parenchyme pulmonaire. Donc, ils vont potentialiser et favoriser l'inflammation, l'altération de la balance oxydant-antioxydant, ainsi que le remodelage des voies aériennes. Tout le contraire se passe chez les personnes adeptes d'un régime dit méditerranéen qui, contrairement, il est riche en légumes et fruits, donc en antioxydants, en vitamines, riche en fibres, un index glycémique qui est bas et des acides gras plutôt polyinsaturés. Donc, il a un effet totalement contraire. Donc, il va contrecarrer tout ce qui caractérise la BPCO, dont l'inflammation et l'altération de la balance oxydant-antioxydant. Cette relation a été également étudiée à travers l'accord de l'étude Eclipse, à travers des questionnaires sur l'alimentation disponibles chez 2160 participants à 8 points différents de l'étude. Et cette analyse, en fait, a conclu le fait que les patients BPCO prenaient une alimentation riche en poissons, fruits, en produits laitiers. Donc, ces patients-là vont avoir un déclin moins prononcé de la fonction respiratoire, un score moins prononcé d'emphysème sur le scanner, un meilleur score Saint-Georges, donc une meilleure qualité de vie, et un taux moindre des marqueurs de l'inflammation, dont la CRP. D'autres ont essayé d'établir la relation à travers, dans des essais contrôlés randomisés, comme cet essai. Ils ont randomisé 120 patients BPCO entre un groupe intervention qui va recevoir un régime riche en fruits et légumes frais, donc riche en antioxydants, et d'autres qui vont continuer à prendre une alimentation de façon libre durant 3 ans. Et donc, l'objectif, c'était de voir un peu la relation entre une alimentation riche en antioxydants et la fonction respiratoire à travers l'aspirométrie tous les 6 mois. Alors là, vous voyez le score consommation, il est équivalent entre les 2 groupes à l'état de base. Durant les 3 ans de l'étude, vous voyez que le groupe intervention prenait significativement plus d'antioxydants. Parallèlement, le déclin du VMS était beaucoup plus prononcé. Là, c'est ce qui est en noir, c'est les patients au groupe contrôle, donc avaient un déclin plus prononcé du VMS par rapport au groupe intervention. Donc, à travers ces différentes constatations, on peut dire que l'alimentation, elle interfère non seulement dans le développement de la maladie, mais également elle pourrait ralentir, au contraire, aggraver la progression de la maladie. Ça dépend de ce qu'on est en train de prendre comme aliment. Alors maintenant, voyons pourquoi finalement faut-il envisager une supplémentation chez les patients BPCO. Rappelez-vous, donc on l'a dit déjà, que la BPCO, elle est associée à plusieurs comorbidités qui vont toucher tous les organes, entre autres, et c'est expliqué essentiellement par l'inflammation systémique secondaire au stress oxydatif qui va activer plusieurs voies de signalisation intracellulaire qui vont libérer plusieurs médiateurs
d'inflammation dans le TNF-alpha, l'interleukine 6, mais également l'interleukine 8, etc. Et vous voyez que ça touche tous les organes, dont le muscle, l'os, ce qui va entre autres expliquer les perturbations métaboliques et avoir des conséquences comme la dénutrition, la cachexie, sarcopénie et ostéoporose. Alors la dénutrition, elle est fréquente au cours de la BPCO. Finalement, selon les études, jusqu'à 40% des patients qui peuvent avoir un BMI qui est inférieur à des sujets du même âge qui n'ont pas de BPCO. 35% auront un indice de masse non maigre qui est également très inférieur à des sujets contrôle non BPCO. Et en cause, en dehors de l'inflammation systémique, c'est le coût énergétique de la ventilation qui est très élevé chez ces patients BPCO et les carences d'apport qui sont très fréquentes également chez ces patients. Alors la cachexie, finalement définie par une perte de poids involontaire de plus de 5% du poids habituel en 6 mois, voire même de 2% si le BMI il est déjà bas, elle touche plus d'un million de patients en France. Et vous voyez, quel que soit le seuil ou la définition, vous voyez qu'elle touche surtout les patients GOL 3 et 4, et elle touche les patients qui ont un BMI qui est déjà bas. Vous voyez, 39,7% de patients qui ont un BMI bas vont avoir une cachexie, ce qui est quand même assez, une prévalence assez élevée. La sarcopénie, alors Dr Beji me posait la question. La sarcopénie, en fait, elle est définie par quoi? C'est une perte progressive et généralisée de la masse musculaire, de la force musculaire et donc des performances physiques. Et vous voyez que la prévalence de la sarcopénie chez les patients BPCO, elle peut aller jusqu'à 34%, parce qu'il y a des définitions variables, des cutoffs qui sont un peu variables. Mais chose importante à signaler, c'est que les exacerbateurs fréquents, pratiquement la moitié, vont avoir une masse musculaire qui est diminuée. Alors pourquoi les patients BPCO développeront une sarcopénie? D'abord du fait de l'âge, tout simplement. Au-delà de 70 ans, il va y avoir des pertes physiologiques des jonctions neuromusculaires, une baisse des hormones anabolisantes et d'autre part, du fait de la BPCO elle-même, l'inflammation, l'inactivité et l'hypoxie vont aboutir à une perte des fibres musculaires de type 1, donc oxydatives, au profit des fibres de type 2 qui sont glycolytiques et donc qui sont plus sensibles à l'atrophie. Donc en fine, on va avoir une atrophie musculaire. Très souvent, cette sarcopénie, elle s'associe à des déficits en micronutriments, notamment en vitamine D. L'ostéoporose, on n'y pense pas forcément, mais vous regardez cette méta-analyse, 18 essais contrôlés randomisés, plus de 3200 patients qui ont eu une ostéodensitométrie, et vous voyez que 37% en moyenne vont avoir une ostéoporose. Ça peut aller jusqu'à 66% quand on est face à des patients très obstructifs, qui sont déjà maigres, avec un BMI inférieur à 21, qui sont déficitaires en vitamine D. Alors, ce qui est encore plus frappant, selon cette méta-analyse, c'est que 80% des patients avec ostéoporose ne recevaient pas des traitements, c'est-à-dire qu'on n'y pense pas fréquemment. Donc, si je vous parle de tout ça, c'est pour vous convaincre, en fait, que d'intégrer, d'évaluer le statut nutritionnel dans la prise en charge de nos patients BPCO. Et là, c'est les recommandations de l'ERS en 2014 qui ont été mises à jour en 2023, qui mettent à notre disposition plein de moyens. Certes, il y a plusieurs qui sont du ressort de la recherche, mais d'autres qui sont beaucoup plus adaptés à notre pratique quotidienne. Je vous propose ceci qui est beaucoup plus terre-à-terre et qu'on peut le faire, c'est-à-dire qu'on pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour évaluer le statut nutritionnel de nos patients BPCO? Rien que l'examen clinique, l'interrogatoire et l'examen physique. On peut, avec des scores comme le Mini Nutritional Assessment Score dans sa forme courte, il y a des scores, les mesures anthropométriques simples, poids, BMI, mais c'est surtout leur suivi dans le temps, monitorer la perte du poids par rapport aux pertes habituelles, ça c'est très important, c'est un facteur prédictif de mauvais pronostic. Puis la circonférence du mollet, au niveau du bras, la force de préhension et des paramètres biologiques tels que l'hémoglobine, l'albumine, mais surtout, c'est l'analyse de la composition corporelle par impédensmétrie bioélectrique
On n'a pas cet appareil dans nos services et dans les cabinets, et même en ville, mais je pense qu'il faut l'avoir. Ce n'est pas très cher, mais c'est cette analyse de la composition corporelle qui va apporter le plus. Même le conseil diététique en dépendra et notre approche nutritionnelle en dépendra. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse un peu d'effort pour avoir cet appareil afin vraiment d'adapter notre approche nutritionnelle. Un autre point sur lequel j'aimerais insister, c'est le suivi. Ce n'est pas une mesure au cours du temps, une mesure à un temps T, c'est plutôt le suivi de ces paramètres anthropométriques, de cette analyse de composition corporelle qui va nous permettre d'apporter un plus à nos patients parce que ça va nous permettre de définir des phénotypes métaboliques et de prédire le risque. La cachexie, elle est associée à un surrisque de mortalité. La sarcopénie, elle est associée à un surrisque de mortalité, une baisse des performances physiques. L'obésité, elle est associée à un risque, on vient de le voir, à un risque cardiovasculaire important. Et quand elle s'associe à une sarcopénie, ça augmente également le risque de mortalité et la baisse des performances physiques. Là, je suis désolée pour la qualité de l'image, mais je tenais à vous le montrer. C'est une étude faite dans notre service à propos de 108 patients au BPCO. Elle a été présentée cette année à l'ERS 2023, où justement on a essayé d'évaluer l'état nutritionnel chez nos patients au BPCO par la perte du poids, le BMI, l'albuminémie et l'hémoglobine. Et on a démontré que les patients, quel que soit le paramètre utilisé, les patients qui souffrent de malnutrition, ça c'est un facteur de risque indépendant de réadmission pour exacerbation, de recours à la VNI et de séjour hospitalier plus prolongé. Donc je pense là que les fondements sont là pour envisager une supplémentation nutritionnelle. La fréquence de la malnutrition et les conséquences graves. Donc je pense que tout ça fait que la supplémentation nutritionnelle peut être envisagée chez certains patients. Alors quels sont les effets ? Alors c'est l'une des premières analyses, donc études en fait, revue de la littérature, qui a revu un peu les essais contrôlés randomisés qui se sont intéressés à la supplémentation nutritionnelle chez les patients BPCO de 2 semaines et plus. C'est des BPCO avec une obstruction modérée à sévère qui ont reçu une supplémentation essentiellement orale, mais dans certains cas entérale et parentérale, et qui ont voulu voir un peu l'impact sur les mesures anthropométriques et la fonction respiratoire. Je précise que la supplémentation dans ce cas-là n'était pas uniquement en micronutriments, en plusieurs nutriments. Donc c'est une supplémentation multinutriments, acides aminés, acides gras polyinsaturés et enrichis en vitamine D. Alors voici les résultats, je les ai résumés, que la supplémentation nutritionnelle, elle améliore le poids, l'indice de masse maigre et de masse grasse, les performances au TM6, notamment la distance parcourue, la force musculaire du quadriceps et la qualité de vie. Chose importante à noter, c'est que cette amélioration, elle concerne les patients BPCO qui souffrent de malnutrition, pas ceux qui ont un état nutritionnel qui est normal. Toujours dans le cadre d'une supplémentation multinutriments. Cet essai contrôlé randomisé chez des patients BPCO modérés à sévères qui souffrent de cachexie. Ils ont été randomisés entre 2 bras, pratiquement la même supplémentation que la précédente étude. Et vous voyez les résultats. On assiste à une diminution de la sensation de fatigue post-exercice, après 12 semaines de supplémentation, à la dyspnée. On a une amélioration des performances à l'exercice et une baisse des taux sériques des marqueurs de l'inflammation chez les patients supplémentés, représentés ici en noir. Donc, la conclusion, c'est que chez les patients souffrant de cachexie, on peut envisager une supplémentation orale riche en acides aminés, en acides gras polyinsaturés et en vitamine D. Toujours un essai qui est comparable, mais cette fois-ci, ce qui est différent, c'est que la supplémentation nutritionnelle a été associée à un réentraînement à l'effort, et c'était des patients plutôt sarcopéniques. Alors voici le schéma. Une première phase, 4 mois, supplémentation, réentraînement et placebo, réentraînement. Une phase d'entretien, 8 mois, on maintient la supplémentation nutritionnelle et le placebo, et puis une autre phase de suivi, donc de 3 mois, donc en tout 15 mois de suivi. Alors voici les résultats résumés en bas. Donc en dehors de ces 2 paramètres qui sont en surbrillance verte et où la différence n'était pas significative, tout le reste était amélioré de façon significative, c'est-à-dire l'activité physique,
les taux sériques de certains aliments et la composition analysée par impédancemétrie et la qualité de vie par le score Saint-Georges et le score HAD. Là, c'était la supplémentation multinutriments. Mais certains auteurs se sont intéressés à la supplémentation en certains micronutriments dans les vitamines. Et là, c'est une revue sur le rôle des vitamines dans la BPCO de 89 à 2010. 119 articles, 2160 patients. Alors, qu'est-ce qui ressort de cette méta-analyse? C'est les carences en vitamines, elles sont très fréquentes chez les patients BPCO et que la supplémentation en vitamine C, D, A, E ou bien les précurseurs de la vitamine A, seuls ou bien 2-3 vitamines associées, elle améliore les scores symptômes de la maladie et la fréquence des exacerbations et un déclin moins prononcé du VMS. Et on évoque comme mécanisme, c'est les mécanismes antioxydants des vitamines, anti-inflammatoires et un rôle immunomodulateur. Alors, les vitamines, c'est surtout la vitamine D. Il y a plusieurs études sur le rôle de la vitamine D dans les pathologies respiratoires chroniques, dans l'asthme et la BPCO. Et vous voyez que le rôle de la vitamine D, selon ce schéma, dépasse de loin son rôle dans le métabolisme phosphocalcique. Vous voyez qu'elle agit sur le muscle, le rein, le pancréas, un rôle immunomodulateur et même anti-angiogénique et anti-prolifératif. Malheureusement, cette vitamine qui a plusieurs bienfaits, elle est très souvent déficitaire chez nos patients. Là, c'est une étude du service de pneumologie de la RAPTA qui a été coordonnée par le Dr Mariam Mjid et qui a démontré chez les patients BPCO, il y a plus de la moitié des patients BPCO qui souffrent d'un déficit de vitamine D, ce qui est énorme quand même. Alors, vous voyez que c'est fréquent chez les patients emphysémateux, les plus tabagiques, les patients maigres, qui sont exacerbateurs fréquents et qui ont une fonction respiratoire plus altérée. Et la carence en vitamine D, elle va avoir plusieurs conséquences. En gros, elle va aggraver la maladie, elle va augmenter le risque d'exacerbation, la qualité de vie, elle va augmenter le risque de mortalité, d'où l'importance d'apporter une supplémentation chez les patients qui souffrent de déficit. Et ça a été prouvé dans plusieurs études, dans cette méta-analyse, qui a montré finalement dans 25 RCT que les patients qui ont été supplémentés d'une manière variable, soit de façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, de 2 mois à 1 an, regardez l'effet sur le VMS, il est quand même significatif en faveur de la vitamine D. Là, c'est l'effet sur l'exacerbation, le score 4 et la performance à l'exercice lors du TM6. Et malgré certaines limites à cette méta-analyse que vous voyez en bas, on a prouvé avec cette méta-analyse qu'il y a une amélioration de la fonction respiratoire, de la distance parcourue lors du test de marche de 6 minutes, on a une amélioration du score 4 et une diminution de la fréquence des exacerbations chez les patients qui ont reçu une supplémentation. Et pour les exacerbations en particulier, il y a eu des études qui sont justement, dont l'objectif était de voir le rôle protecteur de la vitamine D vis-à-vis de l'exacerbation. Là également, c'est une méta-analyse qui montre que chez 469 participants qui ont un taux variable de vitamine D, d'un taux indétectable jusqu'à 64, qui ont reçu une supplémentation par voie orale de 6 mois à 1 an. Alors, dans la population générale, il y avait une tendance à la diminution des exacerbations, mais vous voyez que ce n'était pas significatif. Alors, on a analysé en fonction du taux de base de la vitamine D, et vous voyez les patients BPCO qui avaient un taux inférieur à 25 nanomoles par millilitre, ce sont eux finalement qui ont bénéficié de manière significative quant au rôle protecteur contre l'exacerbation d'une supplémentation en la vitamine D. Donc le message, c'est penser à doser la vitamine D chez les patients BPCO, notamment les plus sévères, et si ce taux il est inférieur à 25 nanomoles par litre, on peut leur donner une supplémentation par voie orale afin de diminuer, entre autres, le risque d'exacerbation. La vitamine C, c'est un effet antioxydant également. Et donc, certains auteurs se sont intéressés pour voir si finalement on peut contrecarrer le stress oxydatif de la BPCO, parce que si on va le contrecarrer, on peut diminuer les effets délétères suite à ce stress oxydatif. Alors, cette revue de la littérature donc, a justement collecté les essais contrôlés qui se sont intéressés à la vitamine C, une supplémentation en moyenne de 400 mg par jour, de 3 à 9 mois. Alors,
En gros, quand est-ce qu'on a un effet significatif sur le VMS? C'est lorsque la supplémentation quotidienne, elle est supérieure à 400 mg par jour. En deçà de cette supplémentation, il n'y avait pas d'effet significatif. Un effet significatif également sur le rapport VMS sur CVF en faveur de la vitamine C, et également parce qu'elle interfère dans le métabolisme d'autres antioxydants, dans la vitamine E, le glutathion, elle augmente le taux sérique. Donc si on supplémente par la vitamine C, on augmente le taux sérique des autres antioxydants, mais pas celui du superoxyde dismutase. Là, c'est l'anti-enzymatique majeur au niveau pulmonaire. Là, on n'a pas d'action sur cet antioxydant. Non plus, l'impact sur le BMI et l'indice de masse non grasse n'était pas significatif. En dehors des vitamines, que dire des minéraux? Alors, souvent, on a des déficits en sélénium, zinc et magnésium, et donc comme ils sont dotés d'un effet entre autres antioxydants, donc on a essayé chez certains de supplémenter les patients BPCO, et on a prouvé que la supplémentation en ces minéraux, vous voyez, elle améliore la masse musculaire, la force musculaire du quadriceps chez les patients sarcopéniques, et lorsque cette supplémentation, elle est en plus associée à une réhabilitation respiratoire. À titre d'exemple, là, c'est une supplémentation en zinc, 22 mg par jour pendant 8 semaines. Et vous voyez qu'on augmente là le superoxyde dismutase, l'antioxydant majeur enzymatique du poumon. Il y a une amélioration significative quand on supplémente par le zinc, mais l'effet sur la fonction respiratoire n'était pas significatif. Dernière molécule, donc, qui est à l'étude, plusieurs essais à l'échelle expérimentale, donc à l'échelle également clinique. Vous voyez, c'est la quercétine. Alors la quercétine, en fait, c'est quoi? C'est un flavonoïde d'origine naturelle qui se trouve dans plusieurs légumes et fruits et qui a plusieurs actions, surtout l'action antioxydante, l'action anti-inflammatoire, elle est une action immunorégulatrice. Elle agit contre la sénescence cellulaire et elle règle une action régulatrice sur le microbiote intestinal. Alors la quercétine, notamment la forme phytosome, parce qu'elle a une meilleure biodisponibilité, une meilleure assimilation. Elle a été essayée à la dose de 500 à 2000 mg dans la BPCO et elle permet la réduction des marqueurs de l'inflammation dans la BPCO. On lui attribue également un rôle synergique avec le roflumilast parce qu'elle inhibe entre autres la phosphodiesterase 4 et il existe même une forme inhalée qui est en voie de développement qui aurait une action synergique avec les bronchodilatateurs. Là, c'est juste pour vous dire les voies de signalisation intracellulaires qu'elle peut en fait interagir avec. Vous voyez, en gros, elle diminue le stress oxydatif, elle diminue l'inflammation, entre autres par une action sur la phosphodiesterase 4, elle agit sur le microbiote intestinal en régulant une certaine dysbiose, sur les cellules de l'immunité, et le résultat in fine, c'est une réduction du remodelage des voies aériennes dans la BPCO spécifiquement induite par le tabac. Donc, si je résume, je dirais que la supplémentation, les compléments qu'on peut apporter à nos patients, les minéraux, les flavonoïdes, les fibres, les acides gras, les vitamines, vont agir par différents effets, effets bronchodilatateurs pour certains, antioxydants pour d'autres, immunorégulateurs pour d'autres, diminution de la réplication virale pour certains aussi, qui vont diminuer donc la susceptibilité aux infections et donc le risque d'exacerbation, soit par une action directe, mais au moins en partie par une action sur le microbiote intestinal, parce qu'il existe une théorie sur laquelle, quand on module le microbiote intestinal, on rétablit entre autres l'homéostasie pulmonaire, c'est ce qu'on appelle le gut-lung axis. Alors, dans le GOLD, est-ce qu'il y a une trace de cette supplémentation? Bien sûr, l'intérêt, en premier lieu, c'est surtout les traitements pharmacologiques, les bronchodilatateurs, mais vous voyez, l'approche doit être globale, donc dans une prise en charge globale, vous voyez, dans les mesures non pharmacologiques, la nutrition, elle est citée, et elle peut être considérée chez les patients qui souffrent de malnutrition avec un niveau d'évidence B, et vous trouvez également dans les mesures qui diminuent la fréquence des exacerbations, la vitamine D. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette présentation? C'est que la dénutrition, la malnutrition en général, elle est fréquente chez les patients BPCO, notamment les plus sévères. Elle va aggraver leur pronostic certainement. C'est pour cette raison qu'il faut qu'on ait une approche globale et qu'on intègre l'évaluation du statut nutritionnel dans la prise en charge de nos patients BPCO
par la mesure des paramètres anthropométriques, au mieux par l'analyse de la composition corporelle et surtout par un suivi régulier, et envisager une supplémentation nutritionnelle chez les patients qui souffrent de malnutrition. Et ça serait mieux si on associe cette supplémentation à une réhabilitation respiratoire. Donc enfin, je vais devoir donc peut-être éliminer le mot mythe et garder réalité pour dire que la supplémentation de la BPCO est bien une réalité chez certains patients. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup Fatma pour cette très très belle présentation, d'avoir mis l'accent sur notre défaillance dans la prise en charge des BPCO. Je pense que la grosse défaillance, c'est le traitement non pharmacologique dans la nutrition. Avant de donner la parole à la salle, je vais demander à Madame Rachida Khalafi de nous dire deux petits mots sur l'essai clinique justement de la quercétine sous forme inhalée, parce que nous, on la connaît sous forme orale, parce qu'on l'utilisait avant beaucoup dans le traitement anti-allergique. Oui. Et les Japonais l'adorent d'ailleurs, c'est eux qui font le plus de travaux. Alors en Algérie, on a fait les premiers travaux avec Respicure, justement, sur la forme inhalée. Alors on va vous donner la parole, si vous pouvez nous résumer un peu ce qui se passe. Alors merci Reda de m'avoir donné la parole. Donc il y a eu une étude qui a été faite justement pour voir l'intérêt du Respicure par voie inhalée dans 3 grandes pathologies, BPCO, asthme et Covid lent. Oui. Donc c'est une étude qui a été faite de façon multicentrique, qui a été menée au niveau de plusieurs wilayas d'Algérie. Et c'est une étude qui était observationnelle et faite, donc l'étude a été faite, donc on a pris trois groupes de patients dans chaque centre, et elle était aléatoire, donc faite à l'aveugle. Et on s'est rendu compte, on était très, très agréablement surpris, parce que chez ces patients qui recevaient quand même le traitement standard, particulièrement chez les patients asthmatiques, où la différence était significative en ce qui concerne l'amélioration des symptômes et de la qualité de vie. Chez les patients BPCO, il y a eu une amélioration surtout de la dyspnée. Et dans le Covid lent, où les symptômes sont inexpliqués, dans l'asthénie, la dyspnée, la toux, il y a eu une amélioration significative sur le plan statistique par rapport aux patients qui ne recevaient que le traitement symptomatique pour certains symptômes. Et c'est là on s'est dit, justement, notre ami Ali, il était là, on s'est posé la question justement de toutes ces thérapeutiques, en plus du traitement standard pharmacologique qu'on a. Et je pense que cette étude nous a poussé à réfléchir un peu à tout ce qui est vitamines, tout ce qui est suppléments chez ces patients. Et il a eu, pendant le congrès, quand on avait présenté cette étude, où il y a juste les résultats préliminaires, il avait dit quelque chose de très important. Ali, il nous a dit, en donnant ces traitements supplémentaires, parce que la phytothérapie, on entend parler comme ça, et nous, médecins qui sommes dans la pharmacologie, dans le traitement, dans les molécules, pratiquement on ne donne pas de l'importance à tout ce qui est, et là, tout ce qui est traitement parallèle, tout ce qui est vitamines, etc., nutrition, alors que c'est dans la nature qu'on extrait tous ces produits de phytothérapie et toutes ces vitamines. Et je pense que l'être humain, on a besoin de ça. C'est vrai, il y a des molécules bronchodilatateurs, etc., corticoïdes, mais je pense que ces traitements peuvent ajouter un plus aux différentes thérapeutiques. Et cette étude, justement, Respicure, nous, on l'a donnée par voie inhalée, je pense que vous l'avez, vous, par voie orale. À la fin de l'étude, qui a duré 180 jours, les patients ont redemandé. Pourtant, ils étaient sous traitement symptomatique. C'est-à-dire, quand on a arrêté, ils n'étaient pas contents. Ils nous ont dit, on était bien sous traitement. Et la particularité de cette étude, c'est que 3 mois après, il y avait juste l'effet bénéfique de ce traitement. Après l'arrêt, justement, du Respicure, il y avait cet effet bénéfique. Et donc, c'est une étude qui nous a poussé, nous,
à réfléchir justement à toutes ces thérapeutiques, cette Additionnel. phytothérapie et ce traitement supplémentaire au traitement standard qu'on donne à nos patients. Merci, Madame. En plus, ce Khalafi. qui est intéressant avec cette molécule, excusez-moi, c'est qu'avec même les dosages essayés de 500 à 2000, on n'a pas noté du tout d'effet secondaire et que la forme phytosome, elle est à meilleure biodisponibilité parce que la quercétine en elle-même, elle a un problème de biodisponibilité. Donc, avec l'amélioration de la technique phytosome, ça améliore beaucoup plus la biodisponibilité jusqu'à 20 fois de plus. Et justement, juste pour rebondir sur les effets secondaires, quand on avait commencé l'étude, on revoyait les patients assez régulièrement. Et peut-être que c'est quelque chose de bon aussi, hein, de revoir les patients plus fréquemment. Parce que quand on a un Covid lent, on se dit c'est des symptômes qui ne sont pas... Il n'y a pas un substrat comme ça organique. C'est des malades qui ont des asthénies, des toux, des dyspnées inexpliquées. Il n'y a pas sur le plan physiopathologique une explication. Et le fait de les revoir régulièrement pendant cette étude, parce qu'on les revoyait finalement tous les mois, on s'est rendu compte qu'il y avait une relation médecin-malade qui était plus importante. Puis on donnait quelque chose où il n'y avait pas beaucoup d'effets secondaires. D'ailleurs, les 15 premiers jours, parce qu'on a divisé ces patients, on a stratifié en 2 groupes. Il y a ceux à l'aveugle, ceux qui recevaient justement Respiqûre et ceux qui ne recevaient que le traitement standard. Et on voulait justement voir est-ce qu'il n'y a pas d'effets secondaires. Et la particularité justement de cette phytothérapie, c'est qu'il y a peu d'effets secondaires. Voilà. Donc, Merci. ça, plus. On va passer à la salle. Mariam. شكون؟ بعد ليلى. C'est bon, ça marche. Alors moi j'aurais une remarque et une question. La première remarque c'est que on a la chance d'avoir un impédance-mètre dans le service. On a réussi à l'acquérir grâce à notre unité de recherche. On avait fait un travail, ça c'est pour la remarque, c'est pour mettre l'accent sur l'intérêt de faire une impédance-métrie. Beaucoup plus que l'indice de masse corporelle, parce que dans notre série, il y a eu un autre travail qui avait été publié. 30% des patients qui avaient un IMC normal étaient dénutris, avaient un indice de masse maigre qui était inférieur aux valeurs normales. Donc, il faut être vigilant par rapport au BPCO, qu'on se croit avoir un IMC normal, donc un poids normal. Fait 30% d'entre eux sont dénutris quand on fait l'impédance-métrie. La question, c'est par rapport justement à l'étude que vous aviez mis par rapport aux patients qui avaient un régime riche en fibres, chez qui le VMS augmentait alors qu'ils avaient une BPCO, contrairement à ceux qui avaient un régime qui était pauvre en fibres. C'est étonnant de voir des BPCO avec un VMS qui augmente dans le temps, qui se stabilisait. Moi, ma question, c'est peut-être que c'est pas uniquement le régime, c'est peut-être que ces gens-là ont adopté une hygiène de vie complètement différente avec ce régime, avec une activité sportive plus soutenue, avec un sevrage tabagique, comparativement aux patients qui ont continué à avoir un régime qui n'était pas très sain. Donc peut-être, je me demande si c'est pas justement dans le cadre de la prise en charge holistique des patients, certes s'intéresser à la nutrition, mais aussi à tous les autres facteurs qui pourraient aggraver leur fonction respiratoire. Tout à fait, mais j'ai dit que le déclin était plutôt moins prononcé. Donc si on regardait les courbes, le VMS était, l'augmentation n'était pas très importante, mais c'est surtout le déclin qui est significativement plus important dans le groupe qui prenait moins d'antioxydants. Donc c'est un peu différent entre l'amélioration et justement... Est-ce que c'est seulement justement le régime ou là, c'est changé complètement contrôlé randomisé. Donc j'ai montré un essai contrôlé randomisé où il y avait l'association à la réhabilitation. Et là, vous voyez que la réhabilitation apporte certainement un plus. Et vous voyez que dans le programme de réhabilitation, il y a toute une hygiène de vie qui accompagne le programme. Donc ça, c'est sûr. Mais en plus, le groupe contrôle également avait le même programme de réhabilitation. Ce qui différait, en fait, c'est la supplémentation. Donc, c'était un comparateur isocalorique par rapport à la supplémentation, mais le programme de réentraînement était le même pour essayer d'avoir justement des groupes comparables. Des groupes comparables, mais tout à fait d'accord. Livia. Oui. Merci, Dr Chormiti, pour votre présentation qui me paraît très مش intéressante. شرميتي ما تشرمتهاش. Cher. Merci Fatma pour votre présentation. J'ai bien apprécié cette conduite concernant la supplémentation nutritionnelle dans la BPCO. Ça va vraiment avancer
à améliorer la prise en charge de nos patients. Mais j'ai voulu savoir votre avis concernant l'exacerbation. Est-ce qu'à travers ce que vous avez présenté, on peut extrapoler et retirer des conclusions qu'on peut les appliquer au cours de l'exacerbation, qui est une période aiguë où notre patient est sous corticoïdes, il est perfusé. Est-ce qu'on peut avoir une conduite adaptée à cette situation de stress pour prévenir la cassure qui va venir après le rétablissement? Merci. Angela Bouton. Oui. Donc, je disais que justement, oui, c'est même recommandé. La supplémentation nutritionnelle, elle peut être envisagée en situation aiguë au cours d'une exacerbation ou au décours d'une exacerbation, mais à l'état stable également. Et d'ailleurs, c'est même recommandé d'envisager cette supplémentation lors d'une exacerbation parce que l'altération nutritionnelle chez des patients qui auront entre autres une anorexie, les carences d'apport du fait de la dyspnée, etc., il y aura des carences d'apport, donc ils ne vont pas satisfaire leurs besoins nutritionnels par alimentation normale. Il y a même tout un protocole avec des régimes fractionnés et qu'est-ce qu'on peut apporter comme régime, avec même des régimes pauvres en glucides, riches en acides gras pour diminuer la production métabolique du CO2 et améliorer le quotient respiratoire. Donc j'ai enlevé un peu les détails justement pour ne pas trop encombrer la présentation. Oui, merci. Bon, si vous permettez, en tant que gériatre, je vais dire quelques remarques. Pour ces malades-là, c'est sûr que la prise en charge ne peut être que globale. Concernant l'alimentation, il est très important de vérifier la dentation. La dentition de ces malades-là est capitale parce que nous avons beaucoup de malades complètement édentés. La conséquence, c'est qu'ils ne peuvent pas consommer les fruits secs. Fruits secs, source de beaucoup de micronutriments très importants pour l'amélioration de la santé du sujet âgé. L'alimentation nécessite un minimum de convivialité. Et du coup, le malade ne doit pas manger tout seul. Il doit être accompagné par quelqu'un d'autre. C'est un moment d'échange capital. Et malheureusement, nous avons beaucoup de sujets âgés qui vivent seuls. Et ceci est un facteur de dénutrition. Deuxièmement, la dépression est fréquente et les sources de dénutrition. Troisièmement, l'implication dans la vie. Le fait d'être impliqué dans la vie, de suivre les news, etc., est un facteur d'implication aboutissant à la vieillesse réussie, qui comporte entre autres une bonne alimentation et nutrition. Et la règle générale, c'est de laisser le sujet âgé faire ce qu'il est encore capable de faire. Donc, lorsqu'il est capable c'est-à-dire qu'il faut éviter le maternage. Lorsqu'il est capable de se déplacer 2-3 mètres pour boire, il faut le laisser faire. Éviter le maternage. Et d'ailleurs, dans ce cadre de convivialité, nous ne l'avons pas, cette approche chez nous, mais dans les pays développés, il y a les repas roulants, c'est-à-dire 3 à 4 repas complets, comportant certes une source de protéines et souvent un dérivé laitier et un fruit, 3 à 4 fois par semaine permet d'éviter la dénutrition. Vous avez parlé de cette inflammation. C'est l'inflamma-aging. Avec l'âge, il y a une inflammation chronique de bas grade qui détruit les muscles, qui entraîne beaucoup des manifestations de la vieillesse, chose qui se voit chez les BPCO, comme vous le savez. La BPCO est définie par certains comme un vieillissement accéléré des poumons. Nous avons là, par exemple, il faut que nous ayons un minimum de formation en diététique. Et dans ce cadre-là, le Mini Nutritional Assessment version longue, et non pas courte, donc MNA version longue, est un moyen très important pour diagnostiquer la malnutrition et la suspecter et améliorer les erreurs diététiques des sujets âgés, telles que le fait de consommer des produits laitiers, salades... beaucoup de glucides.
Oui, salade, Oui. fruits, etc. La consommation de glucides est un problème Oui. parce que les glucides détruisent le microbiote bénéfique. Alors que les fibres favorisent le bon microbiote. Et donc, c'est réellement problématique de ne manger de manger beaucoup de sucreries. La vitamine C a beaucoup de sources. Par exemple, nous avons des problèmes de dentition, et surtout avec le tabagisme. Le fait de mâcher du persil amène la vitamine C et améliore la santé buccale, ce qui est très important chez ces sujets-là. Évitez de boire du thé après les repas, parce que ça diminue l'absorption du fer. Il faut, pour la vitamine D, y penser parce que nous avons beaucoup de femmes voilées. Et beaucoup de nos malades BPCO Même non voilées. portent beaucoup toutes d'habits déficitaires. pour se protéger, soi-disant, contre les infections. Et donc, c'est une source de diminution de la vitamine D. Et je pense que là, ce sont quelques remarques qui peuvent C'est être pour utiles. dire qu'il faut favoriser tout ce qui permet de conserver une alimentation normale. Et c'est quand on n'arrive pas à satisfaire les besoins nutritionnels par voie normale, c'est à ce moment-là qu'on peut aller supplémenter Effectivement. les patients. La règle générale pour avoir une bonne nutrition, c'est de manger un peu de tout. Et c'est tout. Donc, merci beaucoup. C'était très intéressant et merci à l'assistance.